19h à Alger, vous êtes sur Al24 News, à la une de votre 19h. La présidence du Niger dénonce une tentative de coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Elle assure que lui et sa famille se portent bien alors que l'Algérie condamne fermement cet acte d'agression inacceptable sur le régime constitutionnel. Le drame soudanais dans toutes ses facettes après la séparation zoome sur les retrouvailles des familles de réfugiés au Tchad. Et à quelques heures du coup d'envoi du sommet Russie-Afrique, Moscou se met à l'heure africaine pour des horizons nouveaux en matière de coopération. Enfin, le FMI qui revoit sa copie en matière de perspectives de croissance dans le monde et annonce 3% en 2023 et 2024. Madame, Monsieur, bonsoir. Un communiqué de la présidence du Niger indique ce mercredi que le président Mohamed Bazoum et sa famille étaient en bonne santé, ce à la suite de l'encerclement du palais présidentiel de la part des membres de la garde présidentielle dans ce qui a été qualifié de tentative de coup d'État. Des éléments de la garde présidentielle ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale, lit-on dans le communiqué de la présidence nigérienne. Communiqué qui ajoute ceci: l'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Fin de citation. Et par la voix du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a fermement condamné la tentative de coup d'État au Niger. Dans un communiqué publié mercredi, la diplomatie algérienne déclare suivre avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation chez ce pays voisin et appelle à mettre fin sans plus tarder à cette agression inacceptable du régime constitutionnel et cette violation des principes de la souveraineté du droit. Alger affirme, selon la même source, son attachement aux principes fondamentaux qui régissent le travail collectif des États africains au sein de l'Union africaine. Sur instruction du président algérien Abdelmejid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'est entretenu au téléphone avec son homologue nigérien Massaoudou Assoumi. À travers cette communication, Ahmed Attaf a demandé au chef de la diplomatie nigérienne de réaffirmer au président Bazoum tout le soutien et la solidarité du président algérien dans cette épreuve que traverse le Niger, en souhaitant que le pays puisse triompher d'elle rapidement et revenir avec force et détermination sur la voie de la stabilité politique et institutionnelle. Et l'Union africaine, justement, qui réagit également à cette tentative de coup d'État, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, a condamné fermement de tels agissements de la part de militaires agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains, leur demandant de cesser immédiatement cette inacceptable entreprise dans un communiqué publié mercredi après-midi. À noter également que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui aussi condamné, je cite, la prise du pouvoir par la force et déclare suivre l'évolution de la situation avec beaucoup d'intérêt. L'ensemble des incendies qui se sont déclarés dernièrement en Algérie a été maîtrisé. C'est ce qu'a indiqué hier la protection civile algérienne et aujourd'hui le ministère de l'Intérieur dans sa dernière mise à jour de la situation. La protection civile annonce néanmoins que les opérations de surveillance se poursuivent et ce afin de prévenir de nouveaux départs de feu. En Libye, l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a déploré la lenteur du processus politique, une lenteur qu'il impute à la situation au Soudan, pays voisin. Bathily a appelé lors d'une réunion sécuritaire qu'il a tenue à Benghazi en présence de plusieurs ambassadeurs de pays étrangers, toutes les parties prenantes et les institutions au pays, à trouver rapidement un compromis. Nous exhortons les principales parties prenantes et les institutions libyennes à parvenir à un règlement inclusif
sur les principales questions politiques contestées sur la base du dialogue et du compromis. Le compromis est absolument nécessaire pour sortir de l'impasse politique actuelle. L'émotion des retrouvailles au sein des familles de réfugiés soudanais au Tchad, c'est le soulagement pour plusieurs membres de la même famille qui ont dû se quitter pour fuir les combats qui rongent le pays depuis plus de 4 mois. Un déchirement qui vient s'ajouter au drame humanitaire que le peuple soudanais vit au quotidien à l'intérieur et en dehors du pays. Quand j'ai quitté Jnaïna, ma mère et moi étions séparés. J'ai pris ma fille et je suis partie. Ils ont tué mon mari. J'ai emmené ma fille et nous avons voyagé jusqu'ici à pied. Je n'ai pas pris sa couverture ni ses vêtements. Ma fille et moi venons de partir et maintenant j'ai rencontré ma mère. Nous sommes venus ici, pieds nus, sans chaussures. J'ai juste pris ma fille et je suis partie. Ils ont tué son père. Au Maroc, des voix s'élèvent de l'extérieur du pays pour protester contre la situation des journalistes. C'est le cas de l'organisation PEN International qui appelle le Maroc à cesser la persécution des journalistes. L'organisation proteste vigoureusement contre la décision de la Cour de cassation marocaine quant au refus des recours présentés par les collectifs de défense des journalistes Slimane Reissouni et Omar Radi. La coopération entre pays africains également d'actualité ce soir avec la Mauritanie et le Sénégal qui signe un accord permettant à Nouakchott de livrer quelques 50 000 tonnes de poissons au Sénégal et ce en vertu d'un protocole d'application signé entre les deux gouvernements. Et au Nigeria, un nouvel abcès de violence a coûté la vie à pas moins de 34 personnes, parmi lesquelles 7 militaires. Ils ont été tués à Zamfara, au nord-ouest du pays, à la suite d'une attaque perpétrée par un groupe armé, selon les informations rapportées par la police locale. Le dossier du 19h, l'Afrique s'invite en Russie. La ville de Saint-Pétersbourg s'apprête à abriter le deuxième sommet réunissant les deux parties. Bien entendu, l'enjeu est de renforcer la coopération économique bilatérale et explorer de nouvelles perspectives pour l'avenir. Depuis Saint-Pétersbourg, notre envoyé spécial Amin Toutah vous en dit davantage. À 24 heures du deuxième sommet russo-africain, le président Vladimir Poutine a souligné l'importance d'une solution africaine aux problèmes africains et la solidarité de Moscou envers les causes continentales telles que le principe à l'autodétermination. Le président russe s'est dit satisfait de l'augmentation des échanges commerciaux entre le continent et la Russie, atteignant ainsi les 18 milliards de dollars. Avant ce rendez-vous, Moscou a assuré la partie africaine concernant le contrat des exportations céréalières et dont les exportations vers l'Afrique demeurent une priorité pour la Russie. À noter que 10 millions de tonnes de céréales ont été destinées à l'Afrique durant le premier semestre de 2023. À travers le sommet de Saint-Pétersbourg, le Kremlin appelle à une complémentarité économique entre la Russie et le continent, qui peut se concrétiser à travers la mise en place d'une zone de libre-échange. Dans quelques heures, la ville de Saint-Pétersbourg abrite le deuxième sommet Russie-Afrique après une première édition à Sochi en 2019 et dont les deux parties aspirent à approfondir la coopération dans divers domaines tels que le développement durable, le secteur humanitaire ainsi que la science et la technologie. De Saint-Pétersbourg pour Al24 News, Amin Toutah. Un mot sur l'initiative de la mer Noire et l'accord sur les céréales qui a expiré sans qu'un accord soit trouvé entre les différentes parties prenantes pour son renouvellement. La Russie s'est dite prête à le reconduire si les engagements qui lui sont relatifs
seront exécutés par la voix du conseiller pour les affaires étrangères du président Vladimir Poutine, Yuri Ushakov. Moscou considère que l'accord n'a pas pris fin de manière définitive, mais qu'il a été seulement suspendu, en précisant que la Russie est prête à y prendre part si ces conditions sont respectées. La situation des combats en Ukraine, également à l'actualité du 19h. Le ministère de la Défense russe a déclaré dans un communiqué avoir déjoué une attaque ukrainienne d'ampleur sur l'axe d'Harikovo avec la destruction de 22 chars et la neutralisation de 100 soldats ukrainiens. Dans le même temps, les forces russes ont déclaré que de nouvelles frappes russes ont eu lieu dans la région de Tyrny, à Donetsk, et dans la ville de Novobobovka, à Lugansk, entre autres, où un entrepôt de munitions ukrainien a été détruit. Et les perspectives économiques mondiales en 2023, une nouvelle fois sous la loupe du Fonds monétaire international. Le FMI table cette fois-ci sur un léger mieux que ce qui a été annoncé initialement, avec des perspectives de croissance de 3% durant l'année en cours. Les détails avec Souila Akilal. Une croissance mondiale à 3% en 2023, c'est là la dernière estimation publiée par le Fonds monétaire international. Cette même appréciation devrait se maintenir au même niveau pour l'année 2024, selon Bretton Woods. Si l'on analyse bien cette dernière actualisation des données sur la croissance, une seule option apparaît évidente. L'économie mondiale montre des signes de léger mieux, donc d'amélioration, ce qui est plutôt encourageant quand on sait que l'estimation précédente du FMI, qui date du mois d'avril dernier, était de 2,8%. En d'autres termes, une révision de 0,2 points, ce qui n'est guère négligeable. La quasi-totalité des économies dites avancées et celles des principaux pays dits émergents enregistrent de meilleures performances, malgré une politique monétaire désormais restrictive dans plusieurs pays, afin de lutter contre une inflation élevée, à commencer par les États-Unis. D'ailleurs, le FMI encourage vivement à poursuivre le resserrement monétaire afin de ramener l'inflation vers sa cible, même si cela implique un effet sur l'économie et sur la santé du secteur bancaire. S'agissant justement d'inflation, le FMI s'attend à ce qu'elle atteigne les 6,8% au niveau mondial en fin d'année et qui devrait durer plus longtemps, puisque le FMI estime qu'elle devrait être encore à 5,2% à fin 2024. Du côté du G7, l'Allemagne devrait être le seul pays à connaître la récession en 2023. Le FMI table sur un repli de 0,3%, contre seulement 0,1% en avril. À l'inverse, les autres principales économies européennes résistent mieux. Du côté des États-Unis, le risque de récession, bien que longtemps annoncé, semble être désormais écarté, malgré les hausses successives de taux d'intérêt de la part de la Fed depuis mars 2022. Le FMI attend désormais une croissance de 1,8% pour son économie, contre 1,6% en avril dernier. Concernant l'économie chinoise, les prévisions de croissance restent inchangées à 5,2% en 2023 et 4,5% en 2024. Quant à l'inflation, elle était nulle en juin sur un an. Quant à la Russie, le pays ne cesse de voir ses prévisions s'améliorer. Selon le Fonds monétaire international, Moscou peut espérer voir son économie connaître une croissance de 1,5%. En Palestine, un jeune Palestinien est tombé en martyr sous les balles sionistes lors d'une incursion dans le camp d'El Ain à Naplouse. Il s'agit de Mohamed Abdelhaki ibn Naïm Nada. Il était âgé de 23 ans seulement. La mosquée Al-Aqsa, une nouvelle fois envahie par les colons sionistes. Les incursions de la mosquée sainte et les violations du statu quo d'Al-Aqsa qui deviennent monnaie courante chez les colons sionistes, sous escorte et protection de la police sioniste. Selon l'agence Wafa, les soi-disant groupes du Temple ont annoncé qu'ils se préparaient à recevoir des milliers de juifs pour prendre d'assaut Al-Aqsa au cours de cette semaine, avant l'anniversaire de la prétendue destruction du Temple qui aura lieu jeudi prochain. Et en Cisjordanie, une nouvelle vague d'arrestations sionistes est également à signaler. Ce sont pas moins de 40 Palestiniens qui ont été arrêtés dans plusieurs régions de Cisjordanie occupées.
Lors d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas qui effectue une visite en Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis de continuer à soutenir la Palestine. Erdogan a déclaré que la réunion a abordé en détail les développements en Palestine, ajoutant qu'il a évalué avec le président Abbas les mesures qui pourraient être prises pour développer davantage les relations entre les deux pays. Le président turc a ajouté qu'il avait souligné lors de la réunion le soutien de son pays au renforcement des capacités de la Palestine et à l'amélioration de la situation du peuple palestinien. Il a par ailleurs affirmé que la cause palestinienne n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite sur l'agenda de la communauté internationale depuis longtemps, soulignant l'importance de la participation de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies, dans cette question. À noter également qu'une rencontre entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef de file du Hamas Ismail Haniyeh a eu lieu au palais présidentiel à Ankara. L'Iran se dit sur la voie de la dédollarisation. C'est du moins ce qu'affirme la Banque centrale du pays qui dit vouloir à tout prix éviter les effets néfastes des sanctions économiques. En mai dernier, une institution régionale de compensation commerciale multilatérale basée à Téhéran et composée de 9 pays membres avait pour rappel annoncé qu'elle lancerait une alternative au système SWIFT. Plus de détails avec Neila Hamouda. La suprématie du dollar semble toucher à sa fin. De plus en plus de pays expriment leur désamour à cette monnaie et veulent réduire leur dépendance vis-à-vis de la devise américaine. Pour l'Iran, la décision de poursuivre la dédollarisation est une réponse inévitable pour éviter l'impact des sanctions. À cet effet, l'Eisen Clearing Union, un nouveau système de paiement capable de remplacer complètement SWIFT, a été créé, une alternative fiable et un moyen qui pourrait faciliter la poussée mondiale de la dédollarisation. Le but de l'Alliance Asian Clearing Union est de tirer le meilleur parti des devises des nations, c'est-à-dire de réduire la dépendance et la demande des devises internationales afin de réduire leurs dommages aux pays membres et aux économies régionales. Le gouverneur adjoint de la Banque centrale d'Iran a déclaré que les États-Unis ont longtemps abusé des sanctions. Ils poursuivent l'unilatéralisme et des politiques hégémoniques qui ont causé de nombreux dommages à la communauté internationale. Selon les États-Unis eux-mêmes, le dollar américain est maintenant devenu leur outil pour faire pression et sanctionner d'autres pays. Tout cela est clairement indiqué dans les déclarations des responsables américains. De nombreux pays renforcent le rôle de leur monnaie nationale. Serait-ce le début de la fin du règne du dollar? Alors que les États-Unis semblent empêtrés dans leurs problématiques d'inflation, les dirigeants de plusieurs pays en développement économique multiplient les déclarations en ce sens ces derniers mois. C'est d'ailleurs l'un des sujets phares du prochain sommet des BRICS prévu en mois d'août. Avant de clore ce journal des nouvelles du Yémen, plusieurs explosions distinctes ont fait un bilan de 8 civils ainsi que 7 militaires morts. Les civils sont morts dans l'explosion d'un projectile pendant son démantèlement, tandis que les militaires ont succombé à 2 attaques distinctes. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur L24 News.